Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est offert une fois par année. Vous êtes près de 300 participants, merci à vous. Le but de ce webinaire est de vous présenter quelques sujets qui reviennent fréquemment avec des exemples pour les accompagner, pour vous donner quelques pistes d'application pratiques de cette théorie qu'on va vous fournir aujourd'hui. Et puis, en termes de contenu, donc les thèmes qui ont été choisis, c'est vraiment des thèmes récurrents qui nous reviennent fréquemment dans le cadre de notre permanence juridique de conseil aux entreprises. Donc, le temps d'essai, les délais de protection et puis les vacances. Donc, 3 grands thèmes qu'on va survoler aujourd'hui avec des exemples. Et puis, vous pouvez trouver toutes nos prestations donc, sur le lien qui vous est indiqué. Petite précision encore, la présentation vous sera envoyée par email, donc pas besoin de faire des photos. Tout vous sera fourni dans un second temps. Et puis, nous fonctionnons avec le système donc Slido qui vous permet de poser des questions, puisqu'à la fin de la présentation théorique et des exemples, on reviendra à une petite session d'une dizaine de minutes pour des questions. Donc, on va vraiment les traiter à la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure en scannant ce QR code. Et puis, on répondra à vos questions, aux questions les plus likées. Donc, n'hésitez pas non plus à liker les questions qui vous semblent pertinentes, puisque c'est celles que nous traiterons en priorité. Et puis, après cette petite introduction de bienvenue, je passe la parole à ma collègue Sophie Pachou, qui va commencer par vous présenter le sujet du temps d'essai. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on commence par aborder quelques éléments relatifs au temps d'essai. On commence par la durée du temps d'essai. Alors, à préciser déjà que le Code des obligations traite du temps d'essai dans le cadre des contrats de durée indéterminée. Dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, c'est le premier mois de travail qui est considéré comme temps d'essai. C'est le temps d'essai qui est applicable par défaut. Donc, si vous n'avez rien du tout prévu dans un contrat de travail écrit ou si vous n'avez même pas fait de contrat de travail écrit, le temps d'essai dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée sera d'1 mois. Il est possible de prévoir une autre durée de temps d'essai par accord écrit, contrat type de travail ou convention collective de travail. Le temps d'essai peut être raccourci, vous pouvez prévoir moins d'1 mois de temps d'essai. Le temps d'essai peut être supprimé et il peut aussi être augmenté, mais il ne peut en aucun cas dépasser 3 mois. Si vers la fin du temps d'essai, vous voulez encore un peu réfléchir, que vous vous dites que vous n'êtes pas trop sûr, que vous aimeriez bien prolonger le temps d'essai, si vous l'avez d'emblée prévu de 3 mois, ce n'est pas possible. Il est hors de question de prolonger le temps d'essai. Une telle prolongation serait nulle. En revanche, vous pouvez évidemment, d'un commun accord, si votre temps d'essai initial était inférieur à 3 mois, convenir avec le travailleur que vous souhaitez vous tester encore un peu et de prolonger le temps d'essai, mais vraiment jusqu'à un maximum absolu de 3 mois, 6 mois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais on ne va pas aborder cet élément aujourd'hui. J'ai dit que le temps d'essai concernait le contrat de durée indéterminée, c'est-à-dire que le Code des obligations ne traite pas du temps d'essai dans le cadre d'un contrat de durée déterminée. Ça veut dire que par défaut, il n'y a pas de temps d'essai dans un contrat de durée déterminée. Donc à nouveau, si vous n'avez rien prévu ou si votre contrat est oral, il n'y aura pas de temps d'essai. En revanche, vous pouvez aussi, par accord écrit, prévoir un temps d'essai dans le cadre d'un contrat de durée déterminée, qui ne pourra évidemment en aucun cas non plus dépasser 3 mois.
est, selon nous, par ailleurs, le temps d'essai, dans le cadre d'un contrat de durée déterminée, doit respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'on voit bien, on sent bien, même s'il n'y a pas d'interdiction légale à cet égard, que si vous faites un contrat de 3 mois, ça ne va pas s'il est entièrement constitué d'un temps d'essai. Donc, pour ce motif, on recommande que le temps d'essai du contrat de durée déterminée ne soit pas supérieur à 1/3 de la durée totale du contrat. La prolongation du temps d'essai, le Code des obligations prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles le temps d'essai est, de par la loi, prolongé. Donc, lorsque le temps d'essai est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. La liste des situations énumérées dans le Code des obligations est exhaustive, c'est-à-dire qu'un congé non payé ou des vacances n'auront pas pour effet de prolonger le temps d'essai. Alors, si votre temps d'essai n'est pas d'emblée convenu pour 3 mois, vous pouvez, selon nous, par accord écrit, prévoir d'autres motifs de prolongation du temps d'essai dans votre contrat, tels que, par exemple, un congé non payé, un congé paternité, un congé d'adoption ou éventuellement des vacances. Mais la majorité de la doctrine estime qu'on ne peut pas prévoir d'autres motifs de prolongation qui auraient pour effet de faire dépasser la durée de 3 mois en termes de temps d'essai. C'est un peu controversé, mais je n'allonge pas là-dessus. Je vous donne l'avis de la doctrine majoritaire, histoire que vous ne preniez aucun risque dans vos contrats de travail. Je laisse Morgane vous faire un petit exemple. Ah pardon, excusez-moi, avant ça, oui, j'ai oublié de préciser une chose sur la prolongation du temps d'essai, c'est que la prolongation se calcule en termes de jours de travail et non pas en termes de jours calendaires. Voilà, désolée. Mais pas de souci. Et puis, ça fait une transition tout à fait pertinente finalement avec l'exemple qui suit, puisque le but est de vous montrer effectivement que la prolongation est en jour de travail. Et pour ceci, donc, on se trouve dans le cas d'un contrat de durée indéterminée avec un temps d'essai prévu par écrit, comme ma collègue l'a dit, donc par écrit pour prévoir un temps d'essai de 3 mois, sinon par défaut c'est 1 mois. Donc là, on aurait dans notre cas un temps d'essai qui durerait en principe du 15 mars au 14 juin. Et puis, notre collaborateur est malade uniquement le 13 et 14 juin, qui tombent en 2024 un jeudi et un vendredi. Et on a donc la prolongation que ma collègue Sophie vous a mentionnée tout à l'heure. Mais cette prolongation, elle va se faire sur le lundi et le mardi, puisqu'on parle de jours de travail. Le but étant de pouvoir observer un peu plus longtemps le collaborateur, puisqu'on a manqué quelques jours d'observation du temps d'essai initialement prévu. Et puis, la question se pose là de savoir si le licenciement, qui aurait par hypothèse lieu le 17 juin, il intervient encore pendant le temps d'essai ou non. Et puis, dans notre exemple, on voit que oui, puisqu'on a cette prolongation du temps d'essai au lundi 17 juin et au mardi 18 juin, donc le licenciement qui intervient le 17 juin, eh bien, encore pendant le temps d'essai. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que ça va déterminer le délai de congé sur lequel ma collègue va revenir tout à l'heure. Et puis aussi, ça implique qu'il n'y a pas de protection. Là aussi, on reviendra tout à l'heure sur ce thème de manière plus précise. Mais comme ça, vous avez déjà l'idée générale de pourquoi c'est important de déterminer si on est encore en temps d'essai ou pas. Et puis, je vais repasser la parole à Sophie pour qu'elle puisse vous donner des indications complémentaires. Voilà, alors on arrive à la question du délai de résiliation dans le temps d'essai. Donc le délai de résiliation par défaut est de 7 jours de calendrier, donc y compris samedi, dimanche. On parle de jours nets, donc c'est vraiment 7 jours, c'est pas 7 jours pour la fin d'une semaine.
On peut prévoir par accord écrit de nouveau contrat type ou convention collective de travail un délai de résiliation qui est différent. Donc vous pouvez prévoir un terme, la fin d'une semaine, vous pouvez allonger le délai de congé, vous pouvez aussi le raccourcir et même le supprimer. Pour que le délai de congé du temps d'essai s'applique, il faut que la résiliation ait été reçue au plus tard le dernier jour du temps d'essai. À ce moment-là, si le dernier jour du temps d'essai, la résiliation est reçue, c'est votre délai de congé du temps d'essai qui s'applique, quand bien même le délai de congé va se dérouler en partie ou en tout ou partie en dehors du temps d'essai. Et comme Morgane l'a indiqué, pendant le temps d'essai, il n'y a pas de protection contre les licenciements, il n'y a pas de potentielle suspension du délai de congé. Donc à nouveau, si votre résiliation est reçue au plus tard le dernier jour du temps d'essai, peu importe que le délai se déroule en dehors du temps d'essai, une incapacité de travail n'aura pas pour conséquence d'enclencher les protections que Morgane vous décrira tout à l'heure. Et on en a terminé avec le temps d'essai. Et Morgane reprend la parole. Alors oui, on l'a mentionné plusieurs fois, hein, parce que finalement c'est un thème central, un thème qui revient tout le temps, des questions qui surviennent quotidiennement dans votre pratique. Donc la question des délais de protection qui interviennent en cas de licenciement. Donc, avant toute chose, je pense qu'il est utile de faire un petit rappel sur les délais de congé, le principe même d'un délai de congé. Donc, c'est le délai que vous devez à votre collaborateur en cas de licenciement et que lui vous doit s'il démissionne. On a des délais légaux qui ont été prévus dans le Code des obligations. Donc, après le temps d'essai, on a vu, le temps d'essai est régi par des règles bien particulières. Là, on est après le temps d'essai. Donc, pendant la première année de service, on a 1 mois pour la fin d'un mois. De la 2e à la 9e année de service, 2 mois pour la fin d'un mois. Et puis, à partir de la 10e année de service, 3 mois pour la fin d'un mois. Donc ça, c'est vraiment les délais légaux. Il y a la possibilité pour les parties de prévoir des délais plus longs, voire plus courts. Il est possible de prévoir des délais de congé d'1 mois, peu importe l'année de service. Et puis, on peut aussi prévoir d'autres termes par écrit. Donc, à la place de prévoir pour la fin d'un mois, on pourrait fonctionner en délai net. Et puis, vous verrez plus tard dans l'approche théorique l'incidence que ça peut avoir sur la fin des rapports de travail. Donc, en conclusion, il faut vraiment toujours vérifier le contrat individuel de travail parce qu'il se peut que les délais de congé soient un peu différents de ceux qui sont prévus dans le Code des obligations. Donc, vérifiez avant toute chose. Et puis, précision qui semble peut-être pas très utile, mais qui en réalité est déterminante, le délai de congé se calcule en réalité de manière rétroactive par rapport à la date de fin prévue du contrat pour déterminer la période pendant laquelle le collaborateur est en délai de congé. Donc, il faut vraiment avoir la lumière qui s'allume lorsqu'on a un cas d'incapacité, par exemple, qui intervient vraiment pendant le délai de congé. Donc là, c'est toute l'utilité de déterminer quand est-ce que le collaborateur est en délai de congé, parce que finalement, tout ce qu'on va aborder ensuite est pertinent seulement lorsqu'on est en période de délai de congé pour tout ce qui est des suspensions. Et puis, on verra petite précision aussi quand on souhaite donner le licenciement. Mais voilà pour les jalons généraux. Donc, qu'est-ce que c'est que ces fameuses protections contre le licenciement? Donc, c'est l'article 336C du Code des obligations qui en traite. Et puis, on voit bien le début de l'article qui dit « Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat ». Et puis ensuite, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent, cas de figure qu'on reprendra par la suite. Mais déjà, au niveau de ce début de phrase, il y a plusieurs principes qui découlent de ça. Donc, notamment,
pas de protection dans les contrats de durée déterminée. Pourquoi ? Bien parce que le contrat prend fin dès qu'il arrive à la date d'échéance prévue, donc il n'y a pas ces questions-là qui se posent. Il n'y a pas de protection non plus pendant le temps d'essai. Je crois qu'on l'a suffisamment dit avec Sophie tout à l'heure. Donc, en temps d'essai, pas de protection. Et puis, pas de protection non plus en cas de démission. Ça, c'est une précision importante. C'est uniquement dans les cas de licenciement qu'on doit se poser toutes ces questions-là. Pas de protection non plus en cas de licenciement avec effet immédiat, parce que finalement, on part du principe que la faute est suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat et que donc, il n'y a pas lieu de protéger particulièrement le collaborateur puisqu'il est fautif dans cette situation. Donc, en résumé, ces questions-là se posent uniquement en cas de contrat de durée indéterminée et en cas de licenciement. Et puis, on y reviendra aussi, mais je précise déjà que toutes ces considérations s'appliquent aussi en cas d'incapacité partielle, au même titre qu'en cas d'incapacité totale. Donc, il faut toujours quand même avoir les warnings allumés, si je peux dire ça comme ça, en cas d'incapacité partielle aussi. Donc là, je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de protection. Le premier, c'est le service obligatoire. Donc, on pense tout de suite au service militaire. C'est le cas principal, mais ça concerne aussi la protection civile, le service civil. Donc, ça couvre tous ces cas-là. Donc, la personne est protégée pendant son service et puis encore pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent ce service, mais pour autant qu'il ait duré plus de 11 jours. Donc, ma collègue vous présentera un exemple tout à l'heure, ce sera plus parlant. Mais en gros, pour résumer, la durée de la protection, elle varie en fonction de la durée du service. Donc, si le service dure 11 jours ou moins, la protection dure le temps du service seulement. Si le service dure plus de 11 jours, par contre, attention, parce qu'on a cette protection additionnelle qui vient 4 semaines avant et puis 4 semaines après. Donc, attention à savoir combien de temps dure ce service, parce que ça déterminera vraiment la durée de la protection. Et puis, le deuxième cas, je dirais presque le plus fréquent, c'est celui qui revient en pratique, c'est pendant l'incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur. Et là, c'est une protection qui va varier en fonction de l'ancienneté du collaborateur. Donc, pendant la première année de service, c'est 30 jours. De la deuxième à la 5e année de service, c'est 90 jours. Et puis, à partir de la 6e année de service, 180 jours. Donc, c'est très important de déterminer la durée de la protection du collaborateur en fonction de son ancienneté pour savoir combien de temps il va être protégé. On reviendra aux effets de la protection, ne vous inquiétez pas. Simplement, là, vous avez un aperçu des différents cas de protection qui peuvent survenir. Donc, pour ces fameuses incapacités de travail, je dirais les principes à retenir, c'est que chaque cause, finalement, fait partir un délai de protection entier. Alors, sur le principe, ça veut dire que si le collaborateur est en incapacité pour une maladie, il a un délai de protection par hypothèse de 90 jours en fonction de son ancienneté. Et puis, s'il a par la suite un accident, cet accident va à lui-même faire partir un nouveau délai de protection de 90 jours par hypothèse. Donc, en cas de succession de plusieurs maladies, c'est a priori au collaborateur de prouver qu'il a droit à une nouvelle période de protection. Mais voilà, si le médecin est complètement différent, qu'on passe d'un certificat médical établi par un cardiologue à un certificat médical établi par un gynécologue par hypothèse, on peut quand même se douter que les maladies sont différentes. Et puis attention, parce que du coup, il y a potentiellement un tout nouveau délai de protection qui est parti avec la deuxième incapacité. Et puis, je pense que vous l'aurez compris, mais comment se calcule cette protection ? Eh bien, dès le premier jour de l'incapacité de travail, jusqu'au moment où l'incapacité de travail prend fin, ou alors lorsque la période de protection est entièrement écoulée. Et puis, vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe ? Finalement, si on est à cheval sur 2 années de service, eh bien, le délai de protection le plus long va s'appliquer. Par contre, petite précision, et là, c'est vraiment assez particulier. Si on a une incapacité à cheval sur 2 années de service, mais qu'on est déjà en délai de congé, eh bien, à partir du moment où on bascule sur la nouvelle année de service,
le délai de protection va renaître pour le solde des jours restants. C'est un petit point un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous avez en première année de service 30 jours de protection, vous basculez dans la deuxième année de service pendant le délai de congé, eh bien, au moment où vous basculez pendant cette deuxième année de service, il y a 60 jours de délai de protection qui vont renaître, si on peut dire ça comme ça, pour que le collaborateur ait ses 90 jours de protection au total, 90 jours auxquels il aurait droit précisément en deuxième année de service. Donc, le délai de congé potentiellement est à nouveau suspendu. Je vais détailler à nouveau les effets de la protection un petit peu plus tard. Et puis, un autre cas qui est aussi d'ailleurs fréquent en pratique, c'est pendant la grossesse, le collaborateur, enfin la collaboratrice en l'occurrence, est protégée au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement. Donc, la protection, elle commence le premier jour de la grossesse, c'est-à-dire le moment de la conception, que la collaboratrice le sache ou non, et surtout qu'elle en informe son employeur ou non. Elle n'a pas d'obligation d'informer l'employeur dans l'immédiat, donc elle est protégée malgré tout. Et attention, ça c'est vraiment un point d'attention particulier. Vous voyez que la protection dure 16 semaines après l'accouchement. Donc, en principe, légalement, le congé maternité dure 14 semaines, ce qui implique que quand la collaboratrice revient au travail au terme de son congé de maternité, elle est en réalité protégée encore 2 semaines supplémentaires, puisqu'on a cette protection de 16 semaines. Donc attention, ce n'est pas parce qu'elle revient travailler après son congé maternité qu'elle est nécessairement plus protégée. Et puis, petite spécificité aussi, il y a cette question de prolongation du congé maternité si le nouveau-né est hospitalisé. On ne va pas entrer dans les détails de cette prolongation du congé maternité. Sachez simplement que lorsque le nouveau-né est hospitalisé, si on remplit certaines conditions, le congé maternité est prolongé. Et puis, évidemment, la protection suit cette prolongation du congé maternité. Donc, il faut juste vraiment avoir ça à l'esprit et puis faire un petit peu attention si on est dans ce cas de figure. Il y a d'autres cas, là aussi, qui sont beaucoup plus rares et Dieu merci, en cas de prise en charge d'un enfant gravement malade ou si on a le décès de la mère de l'enfant ou le décès de l'autre parent. Là aussi, il y a des congés spéciaux qui ont été introduits et il y a des protections qui vont avec également. Là, on ne va pas aller dans le détail, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas fréquemment en pratique, heureusement. Et puis, c'est surtout assez complexe. Donc là, le but, c'est vraiment de vous donner un aperçu des situations les plus courantes. Mais voilà, c'est simplement pour que vous ayez ce réflexe de dire « Ah, on a un cas un peu particulier, il y a des protections qui vont s'appliquer aussi ». Et puis finalement, l'aboutissement de tout ça, c'est de dire « Ok, mais quels sont les effets de ces protections qui s'appliquent dans les différents cas de figure qu'on a vus ?» Eh bien finalement, ça va dépendre du stade du processus de licenciement, puisque ces protections ont un double effet. Donc, premièrement, le licenciement qui est donné pendant une période de protection, il est nul, ce qui veut dire qu'il ne déploie aucun effet. C'est comme si vous n'aviez rien fait, clairement dit. Donc, l'employeur doit prononcer un nouveau licenciement après la fin de la période de protection. Sinon, on part du principe que l'employé n'a jamais été licencié. Donc, ça, c'est le premier effet. Et puis, si le licenciement il est donné avant une période de protection, il est valable, donc la personne est valablement licenciée, mais si la période de protection survient pendant le délai de congé, par après, par hypothèse, le délai de congé, il est suspendu pendant toute la durée de la protection. Donc, c'est comme si on couchait le sablier du délai de congé, il ne se passe plus rien pendant toute la durée du délai de protection. Et puis, une fois que la personne n'est plus protégée, on relève le sablier et il y a le solde du délai de congé qui recommence à courir. Donc là, je vous dis pendant la durée de la protection, mais c'est parce qu'on part du principe que la protection, que l'incapacité par hypothèse ou l'autre cause dure. Mais évidemment, si la personne n'est par hypothèse plus en incapacité, eh bien, à ce moment-là, le sablier est déjà relevé et puis le solde du délai de congé recommence aussi à courir. Donc, vous voyez que c'est des effets effectivement non négligeables et puis c'est ce qui
conduit à des prolongations parfois assez longues des délais de congé des collaborateurs. Et puis, c'est là que vous comprendrez l'utilité de la précision quant au calcul rétroactif du délai de congé. Eh bien, c'est aussi, alors, en partie pour ça, et on y reviendra, mais disons que l'article 336C, alinéa 3 du Code des obligations, prévoit que lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, c'est ce qu'on voit souvent, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Ça paraît un peu barbare dit comme ça, mais en gros, lorsque votre délai de congé est suspendu en raison d'une des causes de protection qu'on a évoquées, vous relevez votre sablier, vous comptez les jours du délai de congé qui manque pour que le collaborateur ait l'entier de son délai de congé. Par hypothèse, vous arrivez au 15 d'un mois. Eh bien, si on a des termes pour la fin du mois, ça veut dire que votre contrat prendra fin à la fin du mois en question. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre ce 15 et puis la fin du mois? Eh bien, s'il se repasse quelque chose, un accident, une maladie ou autre, eh bien, il n'y aura pas pour effet d'avoir une nouvelle prolongation, puisque à ce moment-là, on part du principe que la personne a eu la totalité de son délai de congé. C'est simplement ce report jusqu'au prochain terme qui est prévu par cet article. Et donc, on n'a plus de protection qui pourrait intervenir à ce moment précis. Et puis, c'est là aussi que je précise cette histoire de délai en journette que j'ai mentionné tout à l'heure. Eh bien, quand on fonctionne en journette, on n'a pas ce terme pour la fin du mois. Donc, ça veut dire que si vous reportez votre délai de congé en raison des protections et qu'à ce moment-là, vous arrivez au 15 du mois, eh bien, votre contrat prendra fin au 15. On ne va pas aller jusqu'à la fin du mois en cours. Donc, c'est aussi ça le but, finalement, de ces délais en journette que vous pourriez prévoir dans vos contrats directement. Et puis, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette idée de déterminer quand le collaborateur est en délai de congé. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons-là, précisément parce que c'est uniquement s'il se passe quelque chose pendant le délai de congé que vous avez une suspension, un report potentiellement de la date de fin des rapports de travail. Donc, il faut vraiment être au clair sur quand votre collaborateur est en délai de congé. Parce que si vous anticipez le licenciement en vous disant, bah voilà, on restructure, on va laisser beaucoup de temps à nos collaborateurs, ils ont des délais de congé de 3 mois, par exemple, mais on annonce 6 mois en avance, eh bien, vos collaborateurs seront en délai de congé les 3 derniers mois et pas les 6 mois ou les 3 premiers mois. Donc ça, c'est important de bien le comprendre pour savoir quand est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces questions de protection. Et puis, je vais passer la parole après avoir bien parlé à ma collègue pour quelques exemples qui seront plus parlants. Alors, 3 petits exemples. Le premier, on a l'hypothèse d'une personne qui est au service militaire du 30 juin au 25 juillet, donc plus de 11 jours. Comme Morgane l'a expliqué, quand le service dure plus de 11 jours, la protection s'applique non seulement pendant la durée du service, mais également les 4 semaines qui précèdent et les 4 semaines qui suivent. Donc, la protection dans cette hypothèse-là va commencer le 2 juin et va se dérouler jusqu'au 22 août. Donc, entre le 2 juin et le 22 août, il n'est pas possible de résilier le contrat de travail. Si aujourd'hui vous résiliez le contrat, votre résiliation est nulle et il vous faudra donc la renouveler à compter du 23 août. Deuxième exemple, une situation d'incapacité de travail. Nous avons un collaborateur qui est licencié le 31 mai pour le 30 juin et se trouve en incapacité de travail du 21 au 25 juin. Je change de slide, les données sont les mêmes, mais s'il y a des gens comme moi qui préfèrent visualiser graphiquement, je passe à ce slide. Donc, nous avons un délai de congé initial qui est du 1er au 30 juin.
L'incapacité de travail du 21 au 25 juin dure donc 5 jours. Pendant ces 5 jours, le délai de congé est suspendu et en conséquence, ces 5 jours manquants vont être reportés sur le mois de juillet, de sorte que votre délai de congé à proprement parler se termine le 5 juillet. Mais on part du principe ici que les parties n'ont pas convenu par écrit un délai net, qu'ils ont convenu, qu'ils ont maintenu le délai légal pour la fin d'un mois, de sorte que même si votre délai de congé à proprement parler se termine le 5 juillet, le contrat, lui, se terminera le 31 juillet, qui est la fin du mois, le plus prochain terme. Comme l'a expliqué Morgane, si entre le 6 et le 31 juillet survient une nouvelle cause d'incapacité de travail, elle n'aura aucune incidence sur la fin du contrat puisque on n'est plus en période de délai de congé, mais en période de report au prochain terme. Troisième exemple, pour une situation où on a un changement d'année de service qui correspond aussi à un changement de durée du délai de protection. Donc, nous avons la situation d'un collaborateur qui a été engagé le 1er mai 2024, qui est en incapacité du 2 mars au 31 août 2025. Donc, au moment du début de l'incapacité de travail, le 2 mars, le travailleur est encore en première année de service et à ce moment-là, il bénéficie d'un délai de protection de 30 jours. Donc, l'employeur, dans un premier temps, il ne peut pas résilier le contrat entre le 2 et le 31 mars, les 30 jours de protection de la première année de service. La réception du licenciement est possible à partir du 1er avril et le licenciement intervient le 3 avril pour le 31 mai. Donc là, comme Morgane a expliqué, les délais de congé se calculent en fait de manière rétroactive. Donc le délai de congé initialement prévu, c'est pas du 3 avril au 31 mai, c'est du 1er au 31 mai. Le délai de congé est d'un mois, on calcule en arrière. Donc le délai de congé initial va du 1er au 31 mai. Mais ce qui se passe, c'est que le 1er mai, le travailleur passe sur sa deuxième année de service et a droit donc à un délai de protection qui passe à 90 jours. Donc, à ce moment-là, la protection renaît pour les 90 jours, sous déduction des 30 jours qui se sont déjà écoulés sur la première année de service, donc pour une durée de 60 jours. Ce qui va amener que le délai de congé est suspendu du 1er mai au 29 juin. Ensuite, il court pour les 31 jours de délai de congé qui n'ont pas pu courir pour le moment. Donc, le délai va courir du 30 juin au 30 juillet et le contrat se terminera le 31 juillet, car là encore, on reporte à la fin du mois. Nous en avons terminé avec les délais de protection et j'enchaîne avec notre dernier sujet qui est celui des vacances. Alors, deux principes s'agissant des vacances. Le premier, c'est que sitôt qu'il y a contrat de travail, il y a droit aux vacances payées. Peu importe la durée des rapports de travail, peu importe le taux d'activité, la forme du contrat de travail, si vous avez un contrat de durée déterminée d'une semaine, ça donne un droit aux vacances correspondant. Le deuxième principe, c'est que les vacances doivent être prises en nature. Il est interdit de prévoir
qu'elle puisse être convertie en prestation en argent aussi longtemps que durent les rapports de travail. Donc, la seule possibilité de payer les vacances à la place de les accorder en nature, c'est lorsqu'on arrive à la fin du contrat de travail et qu'il reste un solde de vacances qu'il n'est pas possible de prendre avant l'échéance du contrat. Le but des vacances. Le but des vacances, c'est le repos et la détente. Ça a plusieurs incidences. La première, c'est que il est généralement considéré que la nécessité pour un employé de rechercher un nouvel emploi n'est pas compatible avec ce repos, cette détente, cette période où l'employé doit pouvoir déconnecter, ne pas penser au travail, ne pas être disponible pour son employeur ni pour un futur employeur. Donc, lorsque l'employeur souhaiterait que le travailleur prenne des vacances pendant un délai de congé, c'est admis de manière extrêmement restrictive. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Il est aussi admis en général qu'une incapacité de travail fait obstacle à la réalisation du but des vacances, mais ça, ce n'est pas un absolu. Il peut y avoir des situations dans lesquelles, malgré une incapacité de travail, le travailleur est tout à fait en mesure de se reposer et de se détendre. Il peut donc bénéficier du but des vacances. À ce moment-là, il sera possible de maintenir des vacances prévues, d'accorder des vacances si le collaborateur le souhaite. Je prends deux exemples. L'exemple du travailleur qui a un pied dans le plâtre. S'il doit travailler debout ou être souvent debout ou a besoin de solliciter son pied dans le cadre de son travail, il sera en incapacité de travailler, mais il ne sera pas dans l'incapacité de bénéficier du but des vacances. Il peut très bien se reposer et se détendre malgré un pied dans le plâtre. Et puis, une situation qui intervient assez souvent, c'est celle de l'employé qui est en incapacité partielle et qui souhaite prendre des vacances. Donc, dans cette situation, s'il est admis que le but des vacances peut être atteint, on peut accorder les vacances, mais alors il faut que le travailleur soit conscient qu'on va lui décompter la période de vacances en entier. On ne va pas lui décompter des vacances à 50% du fait qu'il est en incapacité à 50%. C'est du tout ou rien. Soit on peut bénéficier du but des vacances et alors on est en vacances, soit on ne peut pas et puis à ce moment-là, on est en incapacité et puis on travaille pour sa capacité résiduelle, mais on ne prend pas des vacances partielles. Je reprends une formule de mon ancien chef du service juridique que je trouvais parlante. Il disait on ne peut pas être malade le matin et en vacances l'après-midi. À noter aussi que le but que le travailleur s'est lui-même fixé pour ses vacances n'est pas déterminant. Si je reprends l'exemple de mon travailleur qui a un pied dans le plâtre, vous avez prévu une période de fermeture d'entreprise avec vacances obligatoires pour tout le monde. Il ne va pas pouvoir demander à ce que cette période lui soit restituée au motif que son objectif à lui pendant ses vacances, c'était de faire de la randonnée. Le but des vacances, c'est le repos et la détente. Alors, le travailleur atteint ce repos et cette détente un peu comme il le souhaite, mais il ne peut pas invoquer ses projets de vacances comme étant des éléments qui font partie du but des vacances en lui-même. La durée et la date des vacances. Alors, le Code des obligations prévoit que les vacances sont d'au minimum 4 semaines par année de service et 5 semaines jusqu'à 20 ans révolus. Donc, contrairement à ce qui est
à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas légalement un droit à une 5e semaine de vacances à partir de 50 ans, par exemple. Alors évidemment, l'employeur est libre d'être plus généreux que le minimum légal. C'est d'ailleurs très souvent le cas et c'est presque toujours le cas dans les conventions collectives de travail, mais ça n'est pas une obligation légale. L'employeur doit accorder au moins une fois par année 2 semaines consécutives. C'est une obligation dont le code ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect. Ça pourrait constituer en revanche une atteinte à la personnalité du travailleur si vous lui refusez au moins une fois par année une période de 2 semaines consécutives. Les vacances sont fixées par l'employeur. Donc, c'est à l'employeur que revient le droit, le dernier mot, de décider au final quelles sont les périodes de vacances, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par le travailleur, mais ce n'est pas au travailleur d'exiger des périodes déterminées. Il ne peut pas imposer des périodes déterminées, c'est l'employeur qui décide. Je reviens sur ce que je disais à propos des vacances pendant le délai de congé. Le délai de congé est fait pour la recherche d'un emploi, donc ce n'est pas compatible avec la prise de vacances, en tout cas pas avec une longue période de vacances. En revanche, la jurisprudence admet, en cas de libération de l'obligation de travailler, que l'employeur puisse exiger que un tiers à un quart, un quart à un tiers de cette période soit prise à titre de vacances. Donc, si vous avez un employé qui est libéré pendant 4 semaines, vous pouvez exiger de lui qu'il prenne une semaine de vacances, mais s'il lui en reste 4, il y en a 3 qu'il vous faudra lui payer. J'avance un peu vite. On en vient à la réduction du droit aux vacances. La base légale se trouve à l'article 329b du Code des obligations, mais qui est formulée de manière tellement incompréhensible que c'est au fond pas la peine qu'on vous en donne la lecture. Le principe est le suivant. Lorsqu'un employé est en incapacité de travail pendant une certaine durée, pour certains motifs, l'employeur peut réduire le droit aux vacances. Le calcul de la réduction du droit aux vacances se fait par année de service. Si on n'a rien prévu d'autre, c'est l'année de service qui est l'année de référence à défaut de clauses contractuelles contraires. Mais il est possible de prévoir contractuellement que l'année de référence est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. C'est en général plus simple pour les employeurs parce qu'il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller regarder quelle est la date d'entrée en fonction du collaborateur X pour savoir quelle est son année de référence à lui pour la réduction du droit aux vacances. En cas d'incapacité de travail fautive, l'employeur peut réduire le droit aux vacances de 1/12 par mois complet d'absence, dès et y compris le premier mois complet d'absence. Ce qu'on entend par empêchement fautif, c'est par exemple un employé qui a eu un accident en étant fortement alcoolisé au volant. On entend aussi les opérations de confort, par exemple des implants capillaires. En revanche, les complications résultant éventuellement d'une opération de confort qui a mal tourné, elles ne sont pas considérées comme incapacité fautive. Réduction d'1/12 par mois complet d'absence. Par simplification, nous, on recommande de considérer qu'un mois complet, c'est l'équivalent de 30 jours calendaires. Il y a d'autres possibilités de calcul, mais c'est, à notre sens, la plus simple. Étant précisé aussi que toutes les absences se cumulent au cours d'une même année de référence. Donc, il n'y a pas besoin que l'incapacité soit continue. Vous pouvez avoir 5 jours ici, 10 jours là, 15 jours là. À ce moment-là, le total correspond à 30 jours, donc à un mois complet. Et donc, vous pouvez réduire le droit aux vacances de 1/12. Notez aussi que
le calcul des jours d'absence doit tenir compte d'une éventuelle incapacité partielle. Donc, si vous avez un collaborateur en incapacité pendant 2 semaines à 50%, ça correspondra en réalité à 1 semaine. On en vient à la réduction du droit aux vacances en cas d'empêchement non fautif pour cause de maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, etc. Dans ces hypothèses-là, les principes que j'ai indiqués sont les mêmes. Simplement, le droit aux vacances ne pourra être réduit qu'à partir du moment où il y a 2 mois complets d'absence. Donc, si vous avez 1 mois complet, vous ne pouvez pas réduire. Et puis ensuite, vous pouvez réduire dès et y compris le 2e mois complet d'absence. Donc, si vous avez 2 mois complets d'absence, vous pouvez réduire de 1/12e. Si vous avez 3 mois complets d'absence, de 2/12e, etc. Il y a toujours 1 mois par année de référence sur lequel on ne réduit pas le droit aux vacances. C'est pour ça que c'est très important de savoir quelle est l'année de référence, parce que chaque fois que vous passez soit sur une nouvelle année de service, soit sur une nouvelle année civile, selon quelle est votre période de référence, il va de nouveau y avoir 1 mois sur lequel vous ne pouvez pas toucher le droit aux vacances. L'article 329B indique aussi que lorsque les absences sont liées à la grossesse, là, il y a 1 mois de grâce supplémentaire. Donc, vous pouvez opérer la réduction dès et y compris le 3e mois complet d'absence. Là, il y a 2 mois sur lesquels on ne touche rien. Et ensuite, le code énumère enfin certaines situations qui ne peuvent pas être prises en compte du tout dans le calcul du droit aux vacances, de la réduction du droit aux vacances. Il s'agit du congé maternité, du congé de l'autre parent, du congé en cas de décès de la mère, que Morgane a évoqué tout à l'heure, du congé de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé, et du congé d'adoption. Toutes ces périodes-là, vous faites comme si elles n'existaient pas, s'agissant du calcul de la réduction du droit aux vacances. Donc, si vous avez une collaboratrice qui est absente 2 mois en raison de la grossesse, et puis ensuite pendant 14 semaines pour sa maternité, vous ne pouvez pas du tout réduire le droit aux vacances parce qu'elle n'a pas atteint 3 mois complets d'absence dans l'incapacité liée à la grossesse et que le congé maternité, vous ne pouvez pas en tenir compte. Et à toi, Morgane. Oui, je reprends le flambeau pour des petits exemples rapides, parce qu'on est finalement un peu pressé par le temps pour avoir la place pour vos questions. Donc, je précise avant toute chose que la plateforme prévoit, on a conçu un calculateur de réduction du droit aux vacances, donc tout ce qu'on vous explique là est utile, mais si jamais il y a aussi cette possibilité-là avec notre service juridique, c'est assez pratique pour les cas un peu complexes. Donc là, on prend un cas simple, donc on part du principe que l'employeur a prévu comme période de référence l'année civile, donc on ne se pose pas trop de questions. Là, sur l'année civile, on constate que le collaborateur cumule 68 jours d'absence maladie. Donc l'idée, c'est de déterminer le nombre de mois complets d'absence pour savoir si et comment on va pouvoir réduire le droit aux vacances. Eh bien, on l'a dit, nous, on fonctionne par simplification sur 30 jours calendaires. Donc on divise les 68 jours d'absence par 30 pour savoir le nombre de mois complets. Dans l'exemple, on arrive à 2,267. Vous l'aurez compris, on cherche des mois complets. Donc, ce qui est après la virgule, on laisse tomber. Et puis, la réduction est possible dans le cas d'une absence maladie non fautive dès le 2e mois complet d'absence. Donc, le 1er mois ne donne pas lieu à réduction. Donc, -1, on peut réduire dans l'exemple d'un 12e. Et puis, on passe à un autre exemple. Là, je pense que vous l'aurez compris, ma collègue Sophie vous l'a mentionné. Si l'incapacité est une incapacité partielle, on doit en tenir compte pour la réduction du droit aux vacances. Donc là, on reprend l'exemple de tout à l'heure, toujours la même période de référence, c'est l'année civile. Et puis, les absences maladie, toujours 68 jours, mais cette fois-ci à 50%. On doit tenir compte de ce 50%. Donc, on a 34 jours d'absence à 100%. On l'a dit aussi plusieurs fois, réduction possible à partir du 2e mois complet d'absence. Et donc là, on n'a pas de réduction possible parce qu'on voit bien qu'on n'a pas 2 mois complets d'absence.
en raison de cette incapacité qui est cette fois partielle. Et puis, dernier exemple, c'est là que ça se corse un petit peu et c'est là que notre calculateur vous sera probablement très utile. C'est lorsqu'on a une réduction avec 2 années de service, 2 années de référence différentes. Sophie vous l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait repartir à chaque fois un nouveau délai de grâce, à chaque fois qu'on bascule sur une nouvelle année de référence. Cette fois-ci, on part sur l'année de service, hein, celle qui est prévue par le Code des obligations si on n'a rien prévu de différent. Et là, on a un collaborateur qui aurait été engagé le 1er février 2021. Donc pour lui, les années de service vont toujours être du 1er février au 31 janvier. Ce collaborateur-là, il est absent pour maladie, donc absence non fautive, hein, du 1er janvier au 30 juin 2024 à 100%. Donc là, attention, on se dit tout de suite qu'il y a 2 périodes de référence différentes. Il y a la première qui va du 1er janvier au 31 janvier. Et puis là, on voit qu'il y a 31 jours d'absence, donc pas de réduction possible puisqu'on n'atteint pas les 2 mois complets pour pouvoir réduire. Et puis on a cette deuxième période puisqu'on bascule sur une autre année de service du 1er février au 30 juin. Là, on a 150 jours. Et puis donc, même raisonnement que tout à l'heure, on divise par 30 pour obtenir le nombre de mois complets d'absence. Donc là, on arrive à 5. Et le premier mois est un délai de grâce, on l'a dit et on le redit. Donc, on ne peut pas réduire le premier mois. Et en l'occurrence, là, on peut réduire de 4/12 le droit aux vacances. Alors, très bonne question. Hein. Nouvelle cause, nouvelle protection à l'infini. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Hein. 10 affections, 10 fois le délai de protection. Je serais tentée de dire oui, hein, oui, Sophie. Tant que le délai de congé n'a pas été complètement écoulé, il y a une nouvelle cause, et bien nouveau délai de protection, et ce un sacré bout de temps. Et on espère que les assurances, en cas d'abus évidemment, se positionnent aussi. Mais c'est pas exclu que ça se produise. Comment peut-on savoir quel est le jour de conception? Peut-on légalement demander à la collaboratrice cette information? Alors oui, vous pouvez la demander puisque précisément il en découle des conséquences non négligeables du point de vue du droit du travail. L'information, vous l'obtiendrez via un certificat du gynécologue en principe. Très bien. Donc, la suivante, si nous mettons fin au contrat d'une employée et que pendant son temps d'essai, elle nous annonce qu'elle est enceinte, que devons-nous faire? Alors, à ce moment-là, rappelez-vous, hein, il n'y a pas de protection pendant le temps d'essai. La question a été mise à la fin. Donc finalement, si ça se passait mal avec cette collaboratrice pour X ou Y autre raison, vous pourriez par hypothèse mettre fin au contrat. Et puis si tout se passait bien puis que vous souhaitez continuer les rapports de travail, et bien évidemment, libre à vous de les continuer sans autre mesure. Évidemment, il y a toutes les questions de la protection de la femme enceinte sur lesquelles on ne va pas revenir, enfin on va pas aborder tout court d'ailleurs aujourd'hui, mais voilà, rien de particulier en temps d'essai, disons. Je peux juste compléter une chose. Il n'y a pas de protection, donc votre licenciement, il sera valable. Après, quand même, avoir à l'esprit que ça pourrait être considéré comme un licenciement abusif ou comme un licenciement discriminatoire au regard de la loi sur l'égalité, si l'unique motif de résiliation, c'est la grossesse, alors que l'activité en elle-même n'est pas incompatible avec une grossesse. Tout à fait. Merci, Sophie. Le premier. Donc, en cas d'incapacité partielle, comment marche le délai de protection contre le licenciement? Très bonne question. Eh bien, exactement de la même manière qu'en cas d'incapacité totale. Cette fois-ci, à l'inverse de ce qu'on vous a expliqué pour la réduction du droit aux vacances, on ne tient pas compte du fait que l'incapacité est partielle. Le collaborateur est protégé au même titre que le collaborateur en incapacité totale. Donc, un jour d'incapacité partielle égale un jour sur le délai de protection. Donc, il a droit à 30, 90 ou 180 jours de protection selon son année de service. Oui, je suis...
Pour la suivante, si un collaborateur a une balance d'heures négative, mais a un solde de vacances positif, pouvons-nous convertir les heures négatives en vacances? En cours de rapport de travail, à mon avis, c'est pas le cas parce que vraiment les vacances, le but, c'est le repos et la détente. Donc, si votre collaborateur, il a, je sais pas moi, l'équivalent de 2 jours en négatif, mais parce que il a manqué 1 heure par-ci, 1 heure par-là, il a clairement pas bénéficié du but des vacances. Donc, à mon avis, dans ce genre de situation, il faut ne pas payer les heures négatives si c'est la faute de l'employeur que le négatif existe, mais vous pouvez pas, à mon avis, compenser des heures négatives avec des vacances pendant la durée des rapports de travail. Au moment de la fin des rapports de travail, finalement, vous faites un décompte final. Donc là, il y a compensation de votre créance avec la sienne, mais pas pendant, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Alors, question suivante, épineuse question. Quid de l'application du délai de protection quand une incapacité de travail est liée à la fonction ou l'environnement de travail, mais pas totale? Si elle est liée à la fonction, c'est-à-dire au métier qu'il exerce, évidemment, on est vraiment dans un cas de protection, hein, puisque le but du délai de protection, c'est que le collaborateur puisse bénéficier de l'entier de son délai de congé, et puis surtout, il ne peut pas précisément se présenter pour obtenir un nouveau poste chez un autre employeur s'il est en incapacité, précisément pour le métier qu'il exerce. Je ne sais pas si c'était peut-être une référence aux géométrie variable ou quelque chose. Oui, enfin, si la question traite des incapacités dites à géométrie variable, c'est-à-dire ces situations où le médecin ou le médecin conseil de l'assurance indique que le collaborateur est apte à travailler à 100% partout, sauf chez son employeur actuel. Alors là, la jurisprudence a confirmé encore assez récemment que dans cette situation-là, il n'y a pas de protection qui s'applique parce que le travailleur est ni empêché de chercher un emploi, ni empêché d'en occuper un autre dans le même métier. Alors, la question suivante, qui revient d'ailleurs souvent aussi, hein, lorsqu'une personne a fait 1 an en tant que stagiaire avant d'être engagée en tant qu'employé tout de suite à la fin de son stage, y a-t-il un temps d'essai? Eh bien, a priori non, parce que finalement, le but d'un temps d'essai, c'est de tester la relation juridique entre les parties. Et puis là, en l'occurrence, on est avec le même employeur, le même employé. Et puis, on part du principe que la relation a déjà été testée, effectivement, pendant l'année de stage qui a précédé. Donc, on ne peut pas mettre un nouveau temps d'essai. Et un collaborateur qui donne son congé, 2 mois de délai, il part en cours de répétition durant son délai de 2 mois. Est-ce que les 2 mois sont prolongés? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de protection en cas de démission. Donc là, si je comprends bien la question, le collaborateur aurait démissionné et donc il n'y a pas de protection, pas de prolongation. Donc ça veut dire qu'effectivement, il sera probablement en cours de répétition pendant son délai de congé, mais il n'y aura pas de prolongation des rapports de travail. La fin du contrat prendra effet à la fin prévue. Sur l'exemple de réduction du droit aux vacances, vous arrivez à 150 jours en 2024. Si le cas avait eu lieu en 2023, ce serait 149 jours, donc 1/12 de réduction. Alors, je ne vais pas faire le calcul pour 2023, mais effectivement, si vous arrivez à 149 jours, vous arrivez à moins de 5 mois complets d'absence. Donc, ça n'aurait pas été 4 douzièmes, mais 3 douzièmes. Très bien. Il me semble qu'on a traité toutes les questions qui ont été posées sur Slido. On arrive gentiment au bout du temps. On va pouvoir vous libérer. Et puis, merci encore. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas l'offre à laquelle vous avez accès en ayant suivi ce webinaire. Bonne suite de journée et bon appétit. Bonne journée.